Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Écho. Au menu ce soir, enquête et recherche scientifique. D'abord, sous un prisme socio-économique en première partie, nous éplucherons les résultats d'une enquête sur la perception par la population marocaine de la pandémie Covid-19 et de sa gestion. Il s'agit d'un policy brief mené par Mohamed Drief, Saad Badawi et Dominique Guillot pour le compte du think tank marocain Policy Center for the New South. Analyse des objectifs et des résultats en compagnie du professeur Guillot, co-auteur bien sûr de cette étude et de cette enquête, également enseignant-chercheur à l'université Mohamed VI Polytechnique. Et c'est vers plutôt cette dernière que nous nous dirigerons en seconde partie d'émission, où il sera question de recherche scientifique, cette fois au service de l'agriculteur. Nous nous intéresserons au rôle de la recherche dans le rendement agricole et de l'importance vitale de la donnée dans l'optimisation du rendement des sols en compagnie d'un expert, le professeur Mohamed Gharous, directeur du Centre d'innovation et de transfert de technologie de l'université Mohamed VI Polytechnique. Rappelons bien sûr à l'occasion le démarrage tout récemment du dispositif d'accompagnement Al-Moutmir. Bienvenue à tous. Une série de sondages du think tank marocain Policy Center for the New South a récemment été publiée. Elle se penche sur le ressenti des Marocains vis-à-vis de la pandémie et l'évolution de leur perception depuis juin à aujourd'hui. Les détails avec Ala Abdani. Les Marocains seraient de plus en plus sceptiques par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour faire face au coronavirus dans le royaume. C'est du moins ce qui ressort de l'enquête publiée par le Policy Center for the New South sur près de 1500 personnes interrogées entre juin et septembre. Le taux de satisfaction des Marocains a baissé de 81% en juin à 39% en septembre. Au regard de l'action du chef du gouvernement, 18% des personnes sondées éprouvent énormément de colère et 13% de la peur. En ce qui concerne la gestion du dossier de la Covid-19 par les élus, une proportion de 32% des personnes interrogées s'est déclarée pas du tout satisfaite. En outre, 26% des personnes interrogées pensent que les mesures prises par le gouvernement pour protéger la santé des Marocains sont vraiment insuffisantes. Sur le volet économique, 61% affirment que les conséquences de la pandémie sur l'économie sont très graves. Quant à la confiance, un peu moins de la moitié des sondés affirment ne pas faire confiance au chef du gouvernement. On apprend également dans ce rapport que 36% des interrogés affirment ne pas faire confiance au maire de leur commune. La crise sanitaire a aussi impacté le mental des sondés. 45% affirment avoir souffert durant plusieurs jours d'une diminution d'intérêt ou de plaisir dans leurs activités. Enfin, 42% auraient souffert pendant plusieurs jours d'un sentiment d'abattement, de dépression et de perte d'espoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat le professeur Dominique Guillot, enseignant-chercheur au sein de l'université Mohamed VI Polytechnique, également co-auteur de cette enquête intitulée « Le Maroc face à la pandémie Covid-19, de la confiance à l'inquiétude ». Bonsoir, professeur Dominique Guillot. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, cette enquête fait partie d'une plus grande initiative. Elle ne concerne pas que le Maroc. Quelle est la spécificité de la méthodologie et de l'approche appliquée pour le cas du Maroc ? Alors cette enquête, elle s'inscrit en fait dans un programme de recherche qui est mené avec une quinzaine de partenaires académiques internationaux, comme par exemple Sciences Po, le CEVIPOF en France, Harvard Business School aux États-Unis ou encore Bocconi University en Italie. L'objectif de l'enquête, c'est de ce programme général, international, c'est de comparer les perceptions que les populations ont dans différents pays en Europe, en Afrique, donc le Maroc, et aussi en Amérique, de cette pandémie et de ses effets et des mesures qui sont prises pour la juguler. Alors, l'enquête qui a été menée par le Policy Center for the New South, elle porte spécifiquement donc sur le Maroc. Comme vous l'avez dit, elle repose sur 3 vagues de sondages qui ont été collectés par Ipsos Maroc à des moments importants de la pandémie au Maroc. Le premier, c'est un petit peu avant la fin du confinement en juin, première vague de sondage. La deuxième, c'est en juillet, au moment où le déconfinement commence à être effectif. Et puis, il y a quelques semaines, en septembre. Voilà pour la méthodologie de l'enquête. Très bien. Alors,
pour qui, justement, s'adresse ce programme d'enquête? Vous l'avez précisé, il ne s'agit pas que d'une enquête ciblée pour le Maroc. Il y a bien sûr tout le continent africain, l'Europe, mais aussi l'Amérique. Mais finalement, quelle est la cible de ce programme de recherche et aussi quels en sont les objectifs? Alors, l'idée, c'est donc de faire des comparaisons internationales sur la base d'un même questionnaire adapté aux exigences de différents pays. Et l'objectif, en fait, il est triple. Le premier objectif, c'est d'en savoir un peu plus sur la perception qu'ont les populations de la pandémie elle-même. Est-ce que les gens sont simplement au courant? On pouvait se poser la question parfois en juin. Que savent-ils de la maladie, de ses effets, de ses causes? Donc, il y a un panel de questions sur ce thème. Deuxième objectif, quelle est la perception des conséquences de la pandémie en matière économique, en matière sanitaire et en matière psychologique aussi? Est-ce que l'avenir est vu de manière positive ou négative par les gens? Et troisième objectif, c'est d'en savoir plus sur la perception des mesures prises pour combattre cette pandémie. Sont-elles jugées adaptées, inadaptées, adaptées, mais il est difficile de faire autrement? Voilà, c'est ça qu'on a voulu savoir. Alors justement, parlons résultats. Mais je voudrais juste revenir sur cette question de cible. Est-ce que ce genre de recherches sont consultées par les politiques publiques, peut-être pour rectifier le tir sur certaines décisions qui sont prises, ou vous ne pensez que finalement cela reste dans le cercle des scolaires ou en tout cas des chercheurs? Cette recherche, en tout cas, l'ambition, c'était d'obéir à des critères d'objectivité scientifique. Ça, c'est la première chose. Évidemment, après, comme c'est indiqué d'ailleurs dans le programme général international, l'idée est modestement, si possible, de dresser quelques éléments qui vont pouvoir permettre d'alimenter le débat public sur la question. Très bien. Alors, parlons confiance, justement. Ce comparatif, est-ce qu'il ressort qu'il y a certaines populations qui ont plus confiance que d'autres ou le manque de confiance est un peu généralisé? Alors là, si on veut dresser le tableau général des résultats qu'on a collectés pour le Maroc, Mhm. il faut être à la fois précis et nuancé. En fait, si on se reporte à la période de la première vague, qui était en juin, juste avant la fin du confinement, on observe qu'il y a une confiance élevée à l'époque dans les institutions chargées de combattre la pandémie et également dans les mesures qui sont prises. Il y a un niveau de confiance très élevé initialement en cette fin de confinement. La population interrogée, la population marocaine, donc c'est un échantillon représentatif évidemment hein, qu'on a consulté. Elle a encore des craintes assez limitées en matière sanitaire à cette époque. Seulement 50% des Marocains considèrent qu'ils ont une chance d'attraper le virus et ils pensent qu'il y aura en moyenne, certainement beaucoup moins de 1000 morts dans la pandémie. Donc il y a une confiance dans cette époque et une relativement faible inquiétude sanitaire. Cela dit, dès cette période, les gens commencent à afficher de sérieuses inquiétudes en matière économique, sur les retombées économiques dans la pandémie. 71% estiment en juin qu'elle va avoir certainement des conséquences graves ou très graves. Alors, je passe maintenant à l'évolution qu'il y a eu depuis ce mois de juin où la confiance était élevée. Pendant la période qui a suivi, de juin donc jusqu'à la fin septembre, la population marocaine affiche toujours une confiance continue et soutenue dans les institutions en général et dans le corps médical également en particulier. En revanche, pendant cette période, comme vous l'avez un peu rappelé à travers ces quelques chiffres que vous avez mentionnés, les inquiétudes sur les retombées économiques et les retombées sanitaires de la pandémie se sont amplifiées au fil des semaines. Et le mal-être aussi psychologique, hein, mais ça, voilà, on peut le comprendre en période de confinement et depuis, s'est aussi installé assez sérieusement. Voilà les grandes tendances de l'enquête. D'accord. Est-ce que, en tenant compte des résultats des autres enquêtes qui ont été menées dans d'autres pays, on va dire que le Maroc rentre un peu dans cet état généralisé de crainte, de méfiance par rapport non seulement aux conséquences sur la santé, mais aussi et surtout, vous l'avez évoqué, sur l'économie. Est-ce que cela peut engendrer, bien sûr, comme dommage sur la vie de tous les jours du citoyen? Alors en fait, dans la plupart des pays, on remarque que l'inquiétude sanitaire et les doutes sur les mesures prises, en fait, sont corrélés, ils augmentent à mesure que s'aggrave. C'est ce qu'on observe en Europe avec la deuxième vague, notamment. On voit bien que
l'inquiétude et les doutes sur les mesures prises, c'est assez rationnel finalement, ils augmentent lorsque les cas augmentent et lorsque la pandémie, ce qu'on constate aussi, persiste. Alors, on observe évidemment au Maroc une semblable évolution. Les inquiétudes en matière sanitaire et les inquiétudes en matière économique, ils augmentent à mesure que la pandémie persiste et que les cas augmentent, comme c'est le cas depuis quelques semaines, quelques mois. Alors, cela dit, il y a une particularité au Maroc qui doit être soulignée. Mhm. Si l'inquiétude économique et sanitaire s'est amplifiée, et les doutes qui peuvent l'accompagner, en revanche, on remarque une remarquable stabilité de la confiance dans les institutions et dans le corps médical qui reste à un niveau élevé depuis le début de la pandémie. Ça, c'est un trait qui différencie peut-être le Maroc de beaucoup de pays dans lesquels la confiance dans les institutions, y compris dans le corps médical d'ailleurs, comme on peut l'observer en Europe, elle fluctue au gré des fluctuations de la pandémie elle-même. Alors, vous pensez que l'annonce d'une campagne de vaccination bientôt, prochaine, devrait renforcer cette confiance, professeur Guillot? Alors là, évidemment, je vais vous répondre en scientifique Bien prudent, sûr. Mhm. parce qu'on a souvent des surprises dans ce domaine. Peut-être, oui, on peut faire cette hypothèse, mais il faudrait évidemment tester sérieusement à travers de nouvelles vagues de sondages pour voir si la confiance va instaurer. Mais on pense, a priori, on peut faire l'hypothèse, oui, que la campagne de vaccination peut être de nature à rassurer les gens, puisque une grande partie des scientifiques s'accordent pour dire que si un vaccin efficace est produit, ça va être une des possibles solutions de la pandémie, même si elle ne sera pas peut-être définitive. Est-ce que vous pensez, pour terminer, professeur Guillot, que justement ce genre d'enquête, les enquêtes de perception sont très suivies, je reviens peut-être pas par les politiques publiques, mais de manière plus globale, et souvent, ce genre d'enquêtes, eh bien, elles peuvent même attirer plus de confiance, justement, de par des investisseurs, de par notamment sur les acteurs économiques. Est-ce que vous pensez que au Maroc, en tout cas, par rapport à d'autres pays, peut-être outre-Méditerranée, cette tendance est d'actualité, ou peut-être qu'elle pourrait évoluer davantage? Ça, après, encore une fois, il faudra peut-être faire une enquête pour le démontrer. Donc, je ne vais pas dire ça à chaque fois, c'est un peu une blague. Oui. Mais oui, certainement, l'idée qu'il y a de connaître un peu ce qui se passe dans les perceptions des gens, des populations, permet sans doute de mieux les accompagner dans les politiques publiques. Alors l'exigence scientifique doit être forte, la collecte doit être faite de manière extrêmement rigoureuse, et on doit pouvoir avoir accès aux données, il doit pouvoir y avoir des débats sur la manière dont elles sont collectées. D'ailleurs, les données, nous les avons présentées, elles sont publiquement consultables sur le site. Donc ça, c'est un élément important, que ce soit transparent, la manière dont on établit les enquêtes. Mais quand c'est le cas, évidemment, ça peut participer, contribuer au débat public, parce que savoir ce que pensent les gens, pour autant que c'est solidement établi, évidemment, c'est une donnée importante pour mieux accompagner les populations dans des circonstances comme celles que nous vivons. Merci beaucoup, Dominique Guillot, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Merci. Passons à présent à la seconde partie de Questions Écho. À travers l'initiative El Moutmir, le groupe OCP a mobilisé une flotte de laboratoires mobiles pour proposer une offre intégrée d'analyse de sol, et ce, bien sûr, durant cette saison agricole qui vient de commencer il y a quelques semaines, la saison agricole 2020-2021, initiée en partenariat avec l'Université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir et du ministère de l'Agriculture. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de l'offre initiale d'El Moutmir qui vise, bien sûr, rappelons-le, à accompagner nos agriculteurs vers une agriculture plus agile et durable. Et développement dans ce récit signé Ala Benani.
Pour un processus de fertilisation et des rendements optimaux, la connaissance méticuleuse des sols est un impératif pour l'agriculteur. C'est dans cette optique que l'OCP offre des analyses de sols de proximité. Dans le cadre de l'initiative Al-Moutmir, une dizaine de vannes aménagées sous forme de laboratoire mobile d'analyse de sol sillonnent les régions agricoles du Maroc au début de chaque campagne agricole. Objectif, effectuer gratuitement des analyses de sol au profit des petits agriculteurs et encourager ainsi la pratique d'une agriculture résiliente et durable basée sur des fondements scientifiques. Ce dispositif cible toutes les grandes familles de cultures et envisage de réaliser plus de 30 000 analyses de sol durant la saison agricole 2020-2021. Rappelons que grâce au programme Al-Moutmir, 4 000 plateformes ont été mises en place entre 2019 et 2020. 449 agriculteurs en ont bénéficié dans la filière maraîchage dans 10 régions. Dans les plateformes de démonstration des céréales, l'augmentation des rendements a été de 40% en grains et de 48% en paille. Pour les légumineuses, la hausse des rendements a été de 102% en grains et 71% en biomasse. Les cultures maraîchères, elles, ont connu en un an seulement une croissance de 4% à 100%. Avec nous depuis l'Université Mohamed VI Polytechnique, le professeur Mohamed El Gharous, directeur du Centre d'innovation et de transfert de technologie à cette même université. Bonsoir, professeur El Gharous. Bonsoir madame. Bienvenue avec nous sur Question Éco. Alors avant de parler du centre, n'est-ce pas, que vous dirigez, parlons dans la foulée, n'est-ce pas, de la présentation de ce programme Al-Moutmir. Les résultats d'un tel programme sont à prévoir sur quelle échéance exactement? En fait, quand on parle de programme Al-Moutmir, c'est un programme de proximité et c'est un programme à long terme. Les résultats obtenus sont normalement doivent être vulgarisés à une échelle très grande. Maintenant, on a la conception de toute façon, pour le programme Al-Moutmir, nous à l'université, nous faisons l'accompagnement scientifique et technique. Et en termes de suivi des laboratoires, en termes de suivi des plateformes, et en termes de collecte des données et la valorisation de ces données. Si on voit un peu l'agriculture marocaine, on a des bas et des hauts, surtout dans l'agriculture pluviale. Et parfois, il faut qu'on ait un management ou une gestion plus ou moins adaptée à différentes conditions pédoclimatiques. Et Al-Moutmir, dans son programme de plateforme, on essaye de voir un peu l'adaptation de différentes techniques de gestion dans les différentes régions, donc selon les conditions climatiques et selon les conditions du sol, et bien sûr par culture, par spéculation. C'est pour ça que les plateformes sont éparpillées dans toutes les régions marocaines pour avoir cette vision globale sur le comportement des cultures envers les intrants, et en particulier les éléments nutritifs. Alors, vous avez évoqué un point très important, celui de la pluviométrie, professeur El Gharous. Quelles sont justement ces étapes de management, comme vous dites, qui ont été identifiées pour... Aujourd'hui, on parle du Maroc comme une région semi-aride. Alors, bien sûr, il y a eu des changements climatiques. Mais justement, comment améliorer la production agricole en prenant en compte ces changements climatiques et le fait que nous nous trouvons dans cette région semi-aride aujourd'hui? C'est une très bonne question. Ce n'est pas aussi facile qu'on le pense, vu que quand on parle de changement climatique, nous avons constaté durant les années, les dernières 30-40 années, une détérioration de nos sols, de la qualité de nos sols en termes de matière organique, et c'est principalement dû aux hautes températures et à la minéralisation intensive. Donc la meilleure façon pour faire pallier à ce problème, à ce fléau de changement climatique, il faut qu'on restaure un peu notre sol, la qualité de nos sols. Et dans ce cadre-là, le programme Al-Moutmir s'est lancé dans un programme qu'on appelle l'agriculture de conservation, basé sur le semis direct, c'est-à-dire semis sans labourer le sol.
Et l'objectif de ça, c'est d'essayer de voir un peu est-ce qu'on peut restaurer un peu la concentration de la matière organique au sol. Et une fois nous avons un sol riche en matière organique, un sol sain, il a la possibilité de conserver l'eau dans le sol. Et les pluies qui peuvent venir, ils peuvent être un peu storés dans des sols qui sont riches en matière organique et qui ont une granulométrie un peu adéquate. Très bien. Professeur El Gharouss, on parle beaucoup d'agriculture plus agile et une agriculture plus durable. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est selon, bien sûr, les particularités de notre agriculture marocaine? Chez nous, au Maroc, on s'est lancé dans une agriculture généralement qu'on dit monoculture. C'est-à-dire, si je parle des cultures annuelles, les céréales, les légumineuses, et ainsi de suite. Donc, on a constaté que nos agricultures sont lancées sur la monoculture, il y a les céréales sur céréales ou les cultures. Et cette gestion, ce système de production, généralement, il aboutit à un appauvrissement du sol. C'est pour ça que nos ancêtres, ils avaient une technique plus adaptée que nous pour l'agriculture pluviale, en termes d'instaurer une rotation adéquate et laisser le sol un peu se reposer, essayer d'améliorer sa capacité, parce que le sol il a une richesse, il nous donne, mais il faut qu'on lui donne aussi. Oui, cela va de soi, bien sûr. Et justement, parce qu'en première partie d'émission, je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait un de vos confrères de l'Université Mohamed VI Polytechnique qui était avec nous. On parlait d'enquête, de perception et de leur rôle, en tout cas supposé, potentiel, dans la mise en place des politiques publiques. Alors, aujourd'hui, est-ce que, en tout cas, parlez-nous du rôle de la recherche, non seulement dans le rendement agricole, mais aussi dans l'élaboration des politiques publiques. Et bien sûr, là, il s'agit pour le coup de l'agriculture. La recherche, en fait, pour nous, je parle du Maroc, la recherche agricole, elle est très ancienne. Il y a beaucoup de résultats. Il a eu un impact direct sur le plan, la politique agricole. Et on peut se référer au plan Maroc vert. Il s'est basé sur des résultats de recherche pour faire sortir un peu les grandes lignes de ce programme. Donc, on peut dire que la recherche il est primordiale. Et là, on a un support, mais le support n'est pas au niveau des autres pays développés. Maintenant, ces dernières années, on voit qu'il y a une orientation vers la recherche, mais on attend plus parce que, vu les conditions, et quand on parle d'un changement climatique, on a constaté que les productions se diminuent. Et pourquoi elles diminuent? Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur essentiel, c'est l'eau. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont liés à la culture elle-même. En termes de variété adaptée, en termes de protection contre les maladies, contre les insectes, et ainsi de suite. Donc, c'est un global. Et la recherche essaye de voir un peu tous ces points pour essayer de faire sortir quelque chose qui peut être utilisé par l'agriculture et qui peut contribuer à l'amélioration de la production. Alors justement, puisque vous parlez de changement climatique, professeur El Gharouss, nous allons terminer avec une question beaucoup plus continentale. Bien sûr, beaucoup de pays d'Afrique souffrent justement de ces changements climatiques. Ils sont les premiers justement à souffrir et à aussi avoir beaucoup de mal, n'est-ce pas, à développer leur agriculture et à assurer une sécurité alimentaire. Quels sont les programmes? Parce que je sais que justement le Centre d'innovation et de transfert de technologie travaille beaucoup, en tout cas vous avez des fermes expérimentales à l'échelle africaine. Comment ce travail évolue-t-il et dans quel objectif? Voilà, donc nous à l'université, dans le pôle agriculture, on a vu qu'on ne peut pas améliorer la production sans que
l'agriculteur adopte les technologies. Et en effet, même à l'échelle, il existe des technologies actuellement qui peuvent améliorer la production, mais ils ne sont pas encore chez l'agriculteur. Et c'est pour ça que dans le concept le centre d'innovation et de transfert des technologies, c'est un centre qui est un réseau de fermes expérimentales que nous avons développé au Maroc, à Ben Guerir, et prochainement nous aurons une autre station au niveau de Boudnib. Et nous avons une station en Côte d'Ivoire, et une station au Sénégal, et une troisième qui est en cours de se planter au Ghana. Et l'objectif de ces stations, il est basé sur 5 domaines de recherche. En fait, parce qu'ils sont liés au changement climatique. Le premier domaine, c'est le développement des systèmes de production. Et c'est ça ce que j'ai dit au début. On doit revenir, on doit évaluer des systèmes qui sont adaptés aux différentes régions. Le deuxième domaine, ça concerne un peu les meilleures pratiques, la gestion des meilleures pratiques en termes le long de l'itinéraire technique, à partir du semis jusqu'à la récolte pour les différentes cultures. Troisième domaine que nous voyons aussi très important, c'est la conservation des ressources naturelles, des ressources génétiques. Vous savez, avec ces changements climatiques, il y a une érosion des ressources génétiques, et soit par problème de l'eau, soit par problème des insectes. Et vous avez l'exemple au Maroc du cactus que nous avons perdu à cause d'un insecte. Donc nous avons établi des plateformes pour conserver ces ressources génétiques. Une fois nous aurons besoin de ces ressources, ils seront là. Et le quatrième domaine aussi qui est très important, c'est la réhabilitation des sols marginaux, des terres marginales, en termes d'améliorer leur potentiel de production. Et le cinquième, ça concerne un peu un domaine qui est très important aussi pour nous, c'est la petite mécanisation, sachant que la majorité des agriculteurs ou des fermes agricoles au niveau de l'Afrique sont des petites fermes, et il faut développer des machines, comme on appelle des small mechanization, qui est adaptée à ces typologies de fermes. Merci. Donc voilà un peu notre centre d'innovation et de transfert de technologie. Merci beaucoup, professeur Mohamed Gharouz, directeur du Centre d'innovation et de transfert de technologies à l'Université Mohamed VI Polytechnique, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.